Ouais, je me suis un peu ennuyé, moi. On s'en fout, Daryl et Shiva, c'était trop mignon. Salut à tous. Salut. Alors je sais que vous avez hâte qu'on vous parle de cet épisode, mais avant, c'est notre devoir, on est obligé d'en parler, c'est notre petit Ulule. Il y a beaucoup de contenus exclusifs qui sont pas sur la chaîne, vous pouvez y avoir accès sur notre Ulule, donc n'hésitez pas à faire un tour, à donner un petit peu, vous êtes plus de 10 000 à regarder. Si chacun donne un petit coup de main, on pourra faire beaucoup de choses et beaucoup de nouvelles choses toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, maintenant retour à Walking Dead, un épisode un peu étrange qui nous prouve encore une fois qu'il faut être patient. On risque pas de se débarrasser de Negan, en tout cas pas à la fin de cette saison comme on pouvait l'attendre. Bah, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pièces à assembler, on découvre ça de suite dans le meilleur de l'after. Pour cet épisode, on a choisi de faire un espèce de décryptage en deux parties. Une partie donc sur The Garbage Kids et le deal que Jadis fait avec Rick, et une seconde partie sur Ezekiel et le royaume. Donc on va commencer par The Garbage Kids parce que c'est quand même le truc le plus important de l'épisode. Déjà, petit clin d'œil à Jadis parce qu'on a réussi à trouver qu'en effet il s'agissait bien de ce fameux personnage au bot, on l'appelait l'homme au bot. Bah, finalement c'est une femme et donc c'est une petite jeune donc à la tête de The Garbage Kids. Une petite jeune, on peut le dire. Hein. C'est une femme et c'est surtout la nouvelle alliée de Rick et sa bande, puisque c'est la chose importante de cet épisode. Les Garbage Kids ont passé un pacte avec Rick. C'est vraiment un accord commercial qu'ils ont fait, puisque on voit, il y a très bien la scène, négociation, un tiers, la moitié, etc. C'est une fuite en avant, puisque là, pour que définitivement cet accord soit scellé, Rick et sa bande doivent trouver des armes pour les Garbage Kids. C'est la condition sine qua non pour que cet accord existe. C'est encore un nouvel élément qui ralentit entre guillemets l'intrigue de la série. Mais bon, je pense que c'est un passage obligé. De toute façon, il était obligé de le passer, ce deal. Il avait pas le choix. C'est ce qui nous fait dire que effectivement cette saison peut un peu s'éterniser parce qu'au final, il y a toujours des choses à aller chercher avant de rentrer dans le vif du sujet. Et puis attention, hein, dis-moi. Parce que les Garbage Kids, moi, je sais pas si on peut leur faire confiance à 100%. C'est aussi dans un problème. Le sens où on a l'impression de voir une espèce de mini Negan version féminine. Ouais, c'est je prends sans me fatiguer. C'est une vraie secte aussi d'un côté. Ça ressemble beaucoup à Negan. Elle a juste à faire un geste pour que les gens s'exécutent. Peu de gens parlent autour d'elle. Elle a l'air quand même de. C'est elle qui parle, qui dicte le rythme, etc. Donc elle peut aussi n'en faire qu'à sa tête. Et si on lui propose, si admettons Negan lui propose une offre plus intéressante, forcément, elle n'aura pas trop d'hésitation à se lancer et à accepter l'offre de Negan plutôt que celle de Rick. Ouais. Le résultat, c'est qu'ils doivent lui trouver des armes. Donc ok, ça ralentit l'intrigue, mais ce qui se passe aussi, c'est que Rick, il se retrouve dans une situation où il doit aller chercher des armes où il ne sait pas. Et là, il se encore tourne une fois, vers... Rick s'est engagé, il fait tout le temps ça. Il s'est engagé à quelque chose dont il n'a aucune idée. Il a trouvé énormément d'armes, il en a déjà pas pour lui. Mais il a pensé à Tara quand même. Et c'est là où justement, je pense qu'il y a un petit truc qui pourrait On voit arriver. venir. C'est que voilà, il dit à Tara en clair, toi t'es allé loin, plus loin que nous, donc tu pourrais peut-être savoir où se trouvent des armes. Et là, on voit la tête de Tara. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle fait une gueule. On sent qu'elle a envie de dire. Elle hésite, quoi. Oui, les Oceanside. Non, c'est ça, les Oceanside, un truc comme ouais, ça. Je sais pas le dire. Magnifique accent, superbe accent. Nous, on les appelle les Amazones. Tara, je pense qu'elle va finir par craquer et elle va finir par le dire. Oui, effectivement, Exactement. c'est le moyen de réintégrer Oceanside à l'histoire. Donc, après, il y a deux solutions. Soit on assistera plus tard à un massacre, Rick et toute sa bande vont juste les bousiller, prendre les armes et se barrer. Soit Tara arrive à les convaincre, les nanas en question, de s'allier à la cause, ce qui me paraît un peu compliqué, parce que la dernière fois qu'elle y était, quand même, c'était chaud. Hein. Très clairement, elle n'avait pas envie d'avoir de problème avec Negan. De toute façon, j'ai peur que cette fin de saison, la thématique, ce soit comment convaincre les gens de se mêler à la lutte avec Negan, plutôt de comment vaincre Negan directement. Il y a quand même une scène par rapport à cette partie de l'épisode qui était assez intéressante. Enfin, moi, j'avais hâte de la voir. C'est le face-à-face de Rick avec l'espèce de Walker avec un casque en celui qu'on béton avait sur la vu tête. dans la bande-annonce de la seconde partie de saison. On se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec Exactement. des pics, un casque, etc. Elle l'appelle Winslow, je crois. Elle lui donne un nom, c'est assez étrange. Est-ce qu'elle personnifie les zombies parce qu'ils ont un rapport chelou, ou est-ce que c'est un ancien de leur pote qui s'est retrouvé, machin. Parce qu'il faut quand même un travail de l'homme pour arriver à un zombie comme ça. Ils ont dû le planter dans tous les sens, etc. Ils l'ont customisé. Est-ce qu'ils s'en servent souvent? C'est un peu leur gars où on voit qu'il y a un crâne quand il y a Rick qui se bat. Je pense que Rick n'était pas le premier à l'affronter. Voilà. Très clairement. En tout cas, Rick réussit à le battre. Ouais. Dans une scène, honnêtement, moi j'attendais quand même mieux de cette scène. On n'a rien vu en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au moment où il le décapite, la caméra est tournée sur Rick. Et c'est justement un problème que tu avais relevé la semaine dernière. Ouais, ça confirme. Le fait qu'il y a moins de gore justement dans The Walking Dead. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, c'est dénaturer le show.
Et c'est lui enlever ce petit côté dégueulasse, faut le dire, mais qui fait qu'on aime bien et en même temps ça nous écœure. Du coup, on a l'impression de se retrouver face à une série un peu bon enfant. Voilà, on nous montre pas vraiment les côtés gore qu'on nous montrait avant et c'est pas The Walking Dead. Je pense qu'on voit clairement que les showrunners sont en train de céder aux exigences du public et c'est ce que je disais la semaine dernière, moi clairement ça me déplaît complètement. D'ailleurs Rosita, petit truc à part, mais elle casse les couilles quoi, elle fait toujours autant chier. Il y a un vrai problème avec elle, j'ai l'impression qu'elle traverse une crise profonde depuis que Abraham, son petit roux favori, est mort. Elle aurait bien besoin d'un roux de secours. Après cette magnifique blague de Léo, on passe à la seconde partie de l'épisode dont on voulait vous parler, c'est le royaume. On va parler d'Ézéchiel qui nous a à nouveau déçus, franchement on peut le dire, il a pas fait grand chose. Il se considère comme un roi, donc forcément il est très protecteur avec ce qu'il appelle ses sujets, et il a pas envie d'avoir des victimes sur le dos, etc. Ouais mais là ça pose quand même un gros problème, parce que franchement, clairement. Tu le vois avec Richard quand ils viennent récupérer leur bouffe, les Saviors, tu vois bien qu'il y a une pression qui... Il cède parce qu'il se dit, pour l'instant le mieux c'est de pas faire de bruit, de pas faire de vagues, et d'essayer de survivre tant bien que mal. On le sait, de toute façon, on le sait que cette fin de saison va être directement dirigée sur comment convaincre Ézéchiel de se lancer dans la bataille. Mais forcément, ça prendra un peu de temps et pour l'instant, ça paraît compliqué. Et effectivement, il est un peu chiant avec cette attitude. Comme Rick l'était avant, il changera d'avis. Mais il faut juste un déclic, comme on le dit depuis quelques épisodes. Ça peut être un personnage que j'ai bien aimé dans cet épisode, qui est Richard. Bon, il est un peu foufou. Il a monté le plan le plus foireux de l'histoire de la série. Oui, il m'a saoulé, il a fait n'importe quoi le mec. Il est tellement aveuglé par la rage, c'est exactement comme ta meuf là, Rosita. Les deux, ils sont tellement bêtes, ils sont aveuglés par leur colère et du coup ils font n'importe quoi. Enfin, moi je trouve ça ridicule son délire. Son esprit de révolte est louable. Après, bon, il a monté un plan vraiment bancal. Surtout qu'il va avec Daryl pour lui expliquer gentiment qu'il a un plan qui va être énorme et c'est Carole qui va se faire défoncer. Donc là, non, il est mal tombé. Mais je pense que ça peut clairement être l'élément déclencheur du côté du royaume, ou en tout cas, s'il arrive à monter des plans un peu plus sérieux. Ou alors, il répète beaucoup dans cet épisode qu'il il serait prêt à mourir pour le royaume, etc. Est-ce qu'on peut assister à une mort de Richard prochaine qui ferait vraiment prendre conscience à Ézéchiel du danger de Negan ? C'est possible. Et puis ensuite, il y a le cas Daryl. Alors Daryl, son objectif, si j'ai bien compris, c'est de convaincre Ézéchiel. C'est ce que Rick lui a dit. Il est bizarre. Moi, je trouve qu'il fait pas les bons choix. Déjà, il a menti à Carole. Je trouve ça con. Moi, je pense que c'est de la naïveté de sa part. C'est se dire, bon, pour éviter de la blesser encore plus, je préfère rien lui dire. Sauf qu'au final, avec le temps, elle le découvrira et ce sera encore pire. Et en plus de ça, elle peut être importante dans la décision d'Ézéchiel. Elle peut faire avancer les choses et en ne lui disant pas... Ouais. Il ralentit encore plus l'intrigue. Mais de toute façon, Daryl a ce côté un peu paradoxal que c'est, depuis le début de la série, un des personnages principaux. Il est super important dans tout ce qui est vie de groupe, combat, etc. Mais jamais il a une vraie influence sur les autres personnages, jamais il se pose en leader, jamais il aide les gens à prendre des décisions. Bah, tu le vois, à la fin, il part, il dit à Morgan, bon, bah, je te laisse faire le reste du job, réveille-toi, mec, parce qu'il lui fait une petite leçon de morale en disant à Morgan, en clair, ça sert à rien de te voiler la face, il va falloir que tu arrives à convaincre Ézéchiel. Si tu le fais pas, vous allez tous crever. Très clairement, c'était ça le message. Et après, hop, il se barre à la colline. Il décide d'aller comme ça, d'un coup, d'aller entraîner les gens à la colline. Je sais même pas d'où ça lui est venu cette idée. Surtout qu'il est quand même recherché encore activement par Negan. Le mec se balade à droite à gauche, il s'en fout complètement. Ouais, je sais pas, Daryl, très étrange. Très étrange. Merci beaucoup. La semaine dernière, j'ai gagné avec le Team Rick, donc ça me fait très plaisir. En même temps, c'est pas difficile, c'est Rick, mais ça me fait plaisir quand même. Et puis bon, là, il y a l'autre à côté qui est un peu en déprime, mais bon, c'est pas grave. On continue à y croire. En tout cas, là, je vais vous parler de mon nouveau MVP de cette semaine et je pense que beaucoup d'entre vous vont l'apprécier comme moi. Ce nouveau... Non, j'ai pas pris Rick. Je ne prends pas tout le temps Rick non plus, Léo. Là, j'ai pris Jadis parce que je trouve que c'est un personnage qui est quand même très intéressant. C'est vraiment une nouveauté dans la série et je pense qu'elle va avoir un rôle très important à jouer. En plus de ça, elle a ce côté, comme on disait tout à l'heure, un peu Negan version féminine, mais sans la cruauté en plus. En tout cas, je pense pas qu'elle ait le même niveau de cruauté que lui. Elle a certes toute sa team, toute son équipe qui l'entoure et qui lui obéit au doigt et à l'œil, et c'est vraiment le cas de le dire parce que la nana, elle est comme ça, elle fait des gestes comme ça, ou des up, et les gars agissent, enfin on comprend pas, elle a un espèce de pouvoir sur eux, c'est assez impressionnant, et j'ai l'impression qu'elle ne le fait pas de manière violente. Je pense que eux-mêmes se sont soumis à cette fille
parce qu'ils ont vu en elle un bon leader, et c'est quelqu'un de très intelligent, et en plus de ça, elle est carrément badass, quoi. Dans son deal avec Rick, elle a réussi à s'imposer. Elle tient bien la négociation. Ah bah à la fin, il a très clairement cédé, hein. C'est elle qui a eu le dessus sur le deal, hein. Après, à savoir si elle va avoir un rôle primordial dans la série, je sais pas encore. Je doute un peu de ça, mais le personnage est assez cool à découvrir. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, personnellement, j'ai choisi le père Gabriel. Je le choisis de temps en temps parce que certains épisodes, il a des petites fulgurances et je l'aime beaucoup. Plus la série évolue, plus il prend de l'importance, plus il est respecté, plus lui s'affirme aussi et décide de prendre les choses en main. Et c'est quelque chose qui me plaît et j'ai envie que ça continue dans ce sens-là et qu'au fur et à mesure, ce personnage-là prenne de l'importance dans les choix du groupe, dans les décisions, qu'il devienne un vrai survivant aussi parce que jusque-là, il n'a pas trop prouvé, il a un passé un peu trouble, c'est pas un vrai survivant, c'est pas un tueur né, quoi. Mais je pense qu'avec le temps, il peut vraiment prendre de l'épaisseur et avoir un vrai rôle à jouer dans l'évolution du combat contre Negan. Pour m'éviter une deuxième défaite de suite, Team Gabriel, on me donne un coup de main, s'il vous plaît. Ne l'écoutez pas, il faut voter la team Jadis. Alors il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais des complots du web, comme chaque semaine. On a plein de choses en magasin. Les blagues de Léo, quoi. Voilà, je vais peut-être un peu trop loin. Je lance une belle grosse alerte spoil BD. On a retardé l'échéance pas mal de temps avant d'en parler, mais là, il commence à y avoir trop de similitudes pour s'empêcher d'en parler. C'est la ressemblance entre les Garbage Kids et ceux qui sont très importants dans les BD, les chuchoteurs. Alors attention, zappez la vidéo d'au moins 2 minutes, je dirais. Fuyez. Ouais, vraiment, parce que si vous voulez pas vous faire spoiler, ça sert à rien de regarder en fait, hein. Il faut. Disons que c'est pas sûr, mais qu'on va parler d'un truc qui peut quand même. Enfin, qui a potentiellement beaucoup de chances d'arriver. En effet, on voit quand même pas mal de similitudes qui pourraient nous laisser penser, en tout cas, que les Garbage Kids, ce seraient les prémices de ce qu'on voit dans les BD qui sont les chuchoteurs. D'abord, une femme charismatique et assez puissante qui règne sur cette petite secte. Dans la série, c'est Jadis. Dans la BD, elle s'appelle Alpha, mais elles se ressemblent beaucoup en termes de caractère, en tout cas. C'est vrai qu'elles ont ce côté un petit peu à donner des ordres, à être très, très dominantes, mais en même temps à avoir des gens qui l'entourent et qui sont très soumis, mais qui le veulent bien et qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Un autre détail aussi qui est assez intéressant, c'est que, mis à part la chef, Jadis, personne ne parle. Ou en tout cas, ils utilisent vraiment des mots très simples, hein, tu vois, qui font pas de phrases entières. Enfin, ils ont une manière bizarre de parler, on s'est questionné d'ailleurs là-dessus. C'est ce qui dans la BD explique leur nom d'ailleurs, hein, les chuchoteurs, parce que voilà, c'est pas des gros bavards, quoi. En plus de ça, ils ont le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que les chuchoteurs sont eux aussi dans l'observation et la discrétion. C'est clairement le cas pour les Garbage Kids qui attendent dans leur coin, qui connaissaient déjà l'équipe de Rick depuis bien longtemps et qui les ont surpris en leur expliquant ils attendent beaucoup, en gros, que les gens fassent pour eux. Ils regardent beaucoup et dès qu'il est temps d'agir, une fois qu'ils ont bien regardé leur ennemi, là ils agissent. Mais c'est pas des gens qui sont vraiment véhéments au premier abord, c'est beaucoup dans l'observation, etc. Et même dans leur environnement, le décor qu'il y a autour des Garbage Kids avec cette espèce d'arène, parce qu'on peut assimiler ça à une espèce d'arène là où Rick a été balancé, tu sais. Les chuchoteurs, eux, ont en effet une arène avec plein de walkers. Et qui ressemble beaucoup à ce cadre un peu déchetterie. Est-ce que ça peut nous emmener à dire que c'est les prémices des chuchoteurs ? C'est possible. Moi, je pense que c'est possible. On le découvrira au fil des saisons. Là, je dis saison parce que c'est pas sur cette saison qu'ils vont, je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense pas qu'à la fin de la saison, ils vont d'un coup se découvrir chuchoteurs. Surtout que ça corrobore avec le fait que le showrunner avait parlé d'une possibilité de les voir plus rapidement que prévu dans la série. Donc, est-ce que c'est eux ? On aura la réponse dans les prochains épisodes. Affaire à suivre. Alors, moi, j'ai autre chose, c'est sur la mort possible de Benjamin. Tu sais, le petit jeune auquel Ézéchiel tient beaucoup. Il est discret, il faut bien se le remettre en tête, lui. Et apparemment, ce serait un déclic pour Ézéchiel qui, là, accepterait d'aller au combat. Si Ézéchiel perd un être cher, là, il va se mettre à réagir. Après, je pense que ce schéma-là peut arriver très rapidement et ça peut aussi arriver à beaucoup de personnages. Ça peut arriver à Benjamin. En effet, c'est possible parce que on sent qu'il a envie de se battre, le gosse, il apprend avec Morgane à utiliser le bâton, tout ça. Il est trop naïf et gentil, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça, il est trop faible, il va finir par mourir, le pauvre, je lui souhaite pas, mais je pense qu'il n'a pas de grandes chances de survie. Et il y a aussi Richard qui m'a saoulée d'ailleurs et qui est en train de péter un câble, on peut le dire, il pète un câble, il fait n'importe quoi. Et même si ses intentions sont très, très bonnes, enfin très, très loyales, il va finir par se faire du mal à lui-même, en fait, parce qu'il le dit carrément. Il dit qu'il est prêt à donner sa vie pour la cause, pour la communauté, pour le royaume. Alors jusqu'où il va aller, au bout d'un moment, il va craquer, je pense, face aux Saviors. Peut-être qu'il faut...
ce qu'on peut appeler un sacrifié et que ce sera Benjamin. C'est pas impossible parce qu'en plus c'est pas un personnage clé et c'est un personnage qui est trop gentil, trop naïf et qui veut trop bien faire pour, à mon avis, durer longtemps dans Walking Dead. Dernière chose dont on voulait parler, qui circule pas mal sur Twitter en ce moment, étant donné le carton du jeu vidéo The Walking Dead, il serait question, en tout cas les fans, et le showrunner l'a évoqué aussi, d'ajouter le personnage principal du jeu vidéo au casting de la série. La petite Clémentine. Voilà, c'est ça. Cool. Une petite orpheline. En gros, ses parents sont partis en vacances, manque de peau, pendant que l'épidémie s'est déclenchée, donc elle s'est retrouvée toute seule, et on joue ses aventures dans le jeu vidéo. Je me méfie des personnages droppés comme ça qui viennent des jeux vidéo. Bah, pas forcément, tu sais, ils peuvent toujours lui trouver un arc narratif intéressant. Hein. Tu vois, on en est déjà à la saison 7, si tu commences à rajouter des arcs narratifs qui n'ont rien à voir et qui ne coulent pas de source, on va jamais s'en sortir. Ça peut quand même être assez sympa de voir un nouveau personnage, surtout que je crois que Clémentine dans le jeu vidéo est bien badass, elle se débrouille bien par contre, pour le coup. Donc moi je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un bon gros to be followed. Avec les fanatiques, on s'est rendu compte que cette saison 7, elle rendait un peu lisse et un peu fade les personnages auxquels on s'est attaché depuis maintenant 6-7 ans. Elle privilégie beaucoup les lieux, les groupes, elle méprise un peu les individualités et ça nous embête un peu en tout cas. Et c'est pour ça qu'on s'est amusé à essayer de deviner quel personnage allait renaître de ses cendres et retrouver un peu la flamme pour un peu booster cette fin de saison. Moi, j'ai plus tellement confiance dans les personnages classiques, ceux qu'on côtoie depuis 6-7 ans, Rick, etc., pour un peu rebooster la fin de saison. Je pense que ça va passer plutôt par les nouveaux protagonistes, que sont par exemple Dwight. Dwight, c'est un peu l'homme de l'intérieur, il côtoie Negan de près, et pourtant c'est celui qu'on sent capable de flancher et de rejoindre Rick et sa bande pour les aider dans leur combat. C'est un personnage qui est en même temps assez complexe, puisqu'on voit qu'il est torturé entre son humanité et sa fidélité à Negan. Et je pense qu'il peut beaucoup apporter dans cette fin de saison et aider à vaincre Negan. Je ne suis pas du tout d'accord avec Léo. Je pense au contraire que certains des anciens personnages vont reprendre de l'épaisseur. Carol en est l'exemple typique. Elle a été endormie toute la saison et là, elle peut avoir l'opportunité de se réveiller et de réveiller Ezekiel, surtout parce qu'elle est dans ses bonnes faveurs, il la kiffe, très clairement, ça se voit. Donc elle peut avoir un rôle important à jouer à partir du moment où elle va découvrir que Glenn est mort. Elle va réagir, elle va péter un câble, elle va se réveiller et c'est là où on va retrouver notre Carol hyper badass et je pense qu'elle va retrouver l'épaisseur qu'on attendait. Si j'ai été battu pour le MVP, j'ai largement gagné la shoot, comme souvent, je vous en remercie et on va essayer de gagner encore la semaine prochaine. Team Léo. J'accepte la défaite avec humilité, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous serez plus à me soutenir cette semaine, donc Team Valérie. Pour cet épisode, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. C'était un bon épisode, on voit que Daryl retrouve Carol, et ça c'est un moment qu'on attendait quand même depuis un petit bout de temps. 3,5 parce qu'il y a des petits trucs qui manquent quand même, ce côté justement où on n'avance pas dans l'intrigue, mais malgré ça, ça reste quand même cool. Moi je suis vraiment partagée sur cet épisode, mais je pense qu'il y a plus de bons que de mauvais. Surtout, je vais être chiante là-dessus, mais ce petit moment Daryl, Shiva, c'était juste trop mignon quoi, il faut le dire. Moi j'ai trouvé ça trop chou, j'ai adoré. Voilà. Oh l'horreur Valérie, t'es vraiment 30 millions d'amis, bonjour quoi. Moi je suis hyper déçu, honnêtement. Souvent ça m'arrive, je comprends pas, mais c'est toujours comme ça Walking Dead, c'est l'ascenseur avec moi. J'ai mis la moyenne, tout pile la moyenne parce que ouais, la première partie est super bien. J'ai particulièrement aimé le moment un peu tendu entre Daryl et Richard, vous savez, où ils sont au bord de la route, etc. Jusque-là, j'étais happé, j'étais content. Puis après, on repart dans les caractéristiques un peu... c'est longuet, quoi. Ça n'avance pas. J'ai peur que ça s'éternise, toute cette affaire, et ça m'inquiète un peu. En tout cas, je trouve que ça a manqué de rythme, et c'est dommage. T'inquiète pas, Léo. Ça va commencer à bouger, tout ça. Regarde la semaine prochaine, la bande-annonce. Hein. Ça va être centré sur Negan, sur Dwight et sur Eugène. Donc c'est un petit trio sympathique, quand même. On va découvrir pas mal de choses. Je suis impatient. Eugène, attention Eugène, hein, moi j'ai vraiment peur pour lui et pour son état psychologique et pour sa fragilité surtout parce que, faut le dire, il est fragile quoi. J'ai vraiment peur que toute cette théorie de Eugène qui cède sous la torture et qui, trahisse plus ou moins le groupe de Rick, etc., ça peut être une réalité et ça m'emmerderait parce que Eugène, j'adore. Surtout qu'on le voit très brièvement, mais je crois qu'il est en train de se faire frapper, etc. dans la bande-annonce. Je ne sais pas s'il s'agit de Eugène ou de Dwight, parce qu'il y a aussi Dwight qui est en difficulté dans la bande-annonce. Mais on apprend que ce n'est pas lui qui a aidé Daryl à s'échapper. Parce qu'il se retrouve bien dans la merde. Ouais, et puis il est choqué, tu vois, qu'il se dit « c'est quoi ce délire » et tout. Enfin, c'est pas lui. Donc... On avait avancé que c'était Dwight, effectivement, on s'est un peu trompé. Moi j'avais dit que c'était Chéri. D'accord, toi tu t'es pas trompé. Voilà quoi. Toujours obligé de se la ramener, hein, putain.
Dwight, peut-être que pour protéger Sherry, il va juste fermer sa gueule et Negan ne va pas apprécier. Negan va peut-être penser même que c'est Dwight qui a fait ça. Et au bout d'un moment, on voit une scène dans une chambre où on se demande justement en effet s'il n'est pas en train de se faire tabasser. On ne sait pas si c'est Eugène, si c'est lui, j'ai pas réussi à si c'est savoir. même quelqu'un d'autre en fait. Ouais. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il lui confie une mission. On entend la voix de Negan C'est pas une mission, c'est un ordre quoi. C'est parce que manque de peau, problème de timing, Negan revient à la base au moment même où Dwight s'aperçoit qu'il n'y a plus Daryl. Donc forcément, il a intérêt à retrouver Daryl très rapidement. C'est sa Et on mission. le voit enfourcher sa moto et partir. Ouais. Donc pourquoi pas une rencontre encore entre Dwight et Daryl qui là peut avoir une issue assez intéressante à mon avis. Un épisode moyen, on peut le dire. En tout cas, on a hâte d'être à la semaine prochaine et de découvrir ce qui arrive à Eugène. En attendant, comme d'habitude, vous savez, likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas de faire un petit tour sur notre Ulule et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Salut! Dis-moi Léo, Rick il serait pas en train de faire des infidélités à Daryl là? Ah ouais, nouvelle target, Gabriel et son Marcel, j'adore.